à ma collègue Coralie Dubost pour la deuxième partie de cette conférence. Merci Madame Caramondi, Madame la Présidente, chers collègues. Alors pour ma part, c'était la première fois que j'assistais à une réunion interparlementaire qui réunissait des élus des parlements nationaux et des parlements européens. Cette rencontre m'a paru intéressante à plusieurs titres et elle m'a notamment permis d'expérimenter in vivo sur le thème de la politique migratoire, le fait que les différentes instances de l'Union européenne, savoir la Commission, le Conseil, qui représentent les différents États, et le Parlement, n'avaient absolument pas la même approche. Face à la crise migratoire de la fin de 2014 et de 2015, l'Union européenne a manqué de sens de l'anticipation, mais elle a cherché à adopter une stratégie globale pour répondre à cette nouvelle réalité d'un afflux massif de réfugiés via la Grèce, l'Italie et la route des Balkans, comme ça a été déjà expliqué. Il faut rappeler qu'à la suite des printemps arabes, la Commission européenne avait déjà présenté une communication expliquant la stratégie de l'UE pour une approche globale de la question des migrations et de la mobilité dans un document du 18 novembre 2011. Mais dans les faits, l'Union a rencontré de grosses difficultés à donner un contenu concret à une coopération en matière d'immigration légale avec les pays tiers, surtout lorsque le marché du travail de certains États membres était fortement fragilisé par le chômage. En mai 2015, en pleine crise des réfugiés, la Commission a présenté une nouvelle communication intitulée « Agenda européen pour la migration ». Parmi les mesures d'urgence qui ont alors été adoptées, on peut rappeler les opérations de sauvetage en mer Méditerranée menées par Frontex, comme l'opération Triton en Méditerranée ou l'opération Sophia, dont l'objectif était avant tout sécuritaire pour lutter contre les réseaux de passeurs. L'Union a aussi cherché à renforcer la solidarité entre les États membres dans l'accueil des réfugiés en créant le fameux mécanisme de relocalisation afin de soulager la Grèce et l'Italie du poids de l'accueil et de l'instruction des demandes d'asile. Ce mécanisme ne s'appliquait qu'aux personnes en besoin manifeste de protection internationale, c'est-à-dire les ressortissants syriens, irakiens et érythréens. Peu de temps après, dès juillet 2015, les États membres ont décidé d'adopter le mécanisme de réinstallation qui a porté sur 22 500 personnes pendant 2 ans, personnes qui se trouvaient dans des camps de réfugiés à l'extérieur de l'Union et que le HCR avait identifié comme devant faire l'objet d'une mesure de protection. Le principal avantage de ce mécanisme est de permettre aux réfugiés d'éviter un voyage périlleux et illégal vers l'Union, puisque dans ce cas-là, il leur est attribué par le pays européen d'accueil une autorisation de séjour en vue de déposer leur demande d'asile. Les États membres se sont opposés à la Commission, qui voulait imposer des quotas de relocalisation selon des critères socio-économiques. Et au final, certains pays du groupe Visegrad n'ont jamais respecté leurs engagements. La crise migratoire ayant continué à s'aggraver au cours de 2015, la gestion de l'urgence migratoire a mis au second plan les autres aspects de la politique migratoire européenne. Toutes les mesures adoptées en 2016 notamment ont visé à renforcer les capacités de l'Union, à se préserver contre les flux migratoires, comme par exemple l'adoption du règlement renforçant les missions de l'agence Frontex, ou encore la mise en place des hotspots, qui ont également été évoqués tout à l'heure, pour être en mesure d'enregistrer les empreintes digitales des réfugiés qui arrivaient en Grèce ou en Italie, et limiter ainsi les mouvements secondaires de migrants à destination de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne. Cette réaction plutôt défensive de l'Union européenne a été renforcée par la montée des populismes et une opinion publique parfois violemment anti-bruxelloise, a conduit à ce que les questions relatives à l'immigration professionnelle et aux mécanismes de regroupement familial soient passées au second plan. La commission Libé a tenté de s'opposer à cette évolution en faisant adopter une résolution par le Parlement européen le 12 avril 2016, demandant une approche globale de la stratégie migratoire de l'Union et assurant des voies légales d'accès au territoire de l'Union européenne. Nous avons notamment un dispositif pérenne et contraignant qui définit des critères communs à tous les États membres pour favoriser la réinstallation de réfugiés. C'est le point 22 de la résolution. Jusqu'au premier semestre 2017, la Commission européenne a paru privilégier l'urgence et a été confrontée à de fortes oppositions lorsqu'elle a présenté sa réforme du droit d'asile. Pour ces raisons, les autres aspects de la politique migratoire sont passés au second plan. Mais aujourd'hui, le discours politique du commissaire Avramopoulos, qui est intervenu à la conférence, a changé. Il a plaidé pour une stratégie migratoire de long terme, structurée et durable. Il s'est félicité des progrès de l'Union européenne. Depuis 2016, les 2 régimes de réinstallation européens ont permis à 60 000 réfugiés
de trouver un abri en Europe. L'Union a en outre lancé un régime d'aide supplémentaire pour 50 000 personnes afin qu'elles soient réinstallées à l'horizon d'octobre 2019, avec un investissement communautaire qui est évalué à 500 millions d'euros. Monsieur Avramopoulos a estimé indispensable de réformer le régime commun d'asile pour parvenir à un régime juridique le plus intégré possible, tout en reconnaissant que certains aspects de cette réforme suscitent de fortes oppositions. Son objectif politique est néanmoins de parvenir à un accord sur le sujet en juin, au terme de la présidence bulgare. Il a également évoqué les atouts que représente l'immigration pour l'avenir de l'Europe, confrontée à des difficultés économiques et démographiques. C'est précisément dans cette perspective que la Commission a renforcé en 2016 le dispositif de la Carte bleue européenne. Le projet de réforme de la directive Carte bleue, qui vise à attirer de la main-d'œuvre étrangère hautement qualifiée, était resté en suspens depuis 2 années. Désormais, la Commission est déterminée à faire avancer ce dossier et elle a semblé prête à aller dans le sens de la demande du Parlement européen qui a suggéré que la directive concerne aussi certains métiers ciblés de moindre qualification où il y aurait des pénuries de main-d'œuvre identifiées. Le Parlement souhaiterait aussi qu'il ne puisse exister des systèmes nationaux concurrents de ce dispositif. Au cours de la conférence, M. Avramopoulos a fait part de son souhait de parvenir à sceller un compromis ambitieux sur ce sujet d'ici à juin 2018, et il a bien souligné qu'il ne s'agissait pas, avec cette réforme, de dicter à chaque État membre combien de travailleurs étrangers hautement qualifiés il devait accepter, mais bien d'harmoniser au niveau de l'Union les critères d'attribution de cette carte bleue et de la rendre plus attrayante par rapport aux dispositifs similaires existants aux États-Unis ou au Canada. J'en viens maintenant aux réactions des parlementaires des différents pays représentés. Je dois avouer avoir été frappée par les profondes divergences existantes entre les pays de l'ouest de l'Europe et ceux de la partie orientale, tout particulièrement ceux appartenant au groupe de Visegrad. Concernant l'accueil des réfugiés, plusieurs pays ont redit leur très forte opposition à tout mécanisme de solidarité obligatoire visant à répartir des quotas de demandeurs d'asile selon des critères socio-économiques, en échange d'une aide financière attribuée selon le nombre de réfugiés accueillis. La Hongrie et la Pologne, notamment, ont fait valoir que chaque État membre avait des spécificités démographiques et de marché de travail national, et que donc la politique migratoire devait rester essentiellement nationale et non intégrée au niveau communautaire. Je dois ajouter que la Hongrie et la Pologne ont fait valoir ces éléments de façon particulièrement véhémente à notre endroit et à l'endroit de l'Allemagne. Plusieurs parlementaires ont aussi fait valoir que pour lutter contre les populismes, il fallait que l'Union européenne montre son efficacité à sécuriser les frontières extérieures de l'Union européenne et à organiser efficacement les retours des déboutés du droit d'asile ou des migrants clandestins. C'est un préalable indispensable pour que les citoyens européens gardent confiance dans le côté protecteur de l'Union européenne. Un député maltais a souligné l'importance d'avoir plusieurs outils pour gérer les flux migratoires afin de parvenir progressivement à ne plus subir les arrivées incontrôlées, mais à pouvoir organiser différents dispositifs légaux, que ce soit des réinstallations, des visas humanitaires, différents types d'immigration de travail, des mécanismes de regroupement familial ou autres. Enfin, plusieurs parlementaires ont évoqué la nécessité de revoir la politique des retours. Certains réfugiés n'ont pas vocation à demeurer durablement en Europe une fois la paix revenue dans leur pays d'origine. Faut-il alors privilégier des retours volontaires avec une aide financière pour permettre une réinsertion dans le pays d'origine, avec un pécule pour lancer une activité professionnelle? La question a été posée. Et concernant les mesures favorisant l'intégration des personnes migrantes, il a semblé faire consensus que cet aspect-là de la politique migratoire restera de la compétence exclusive des États membres, même si l'Union a déjà contribué et continuera, par différents mécanismes financiers, à apporter un soutien aux pays qui doivent dépenser le plus en infrastructures ou en investissements éducatifs. Devant la violence de certaines déclarations et le front commun qui a été clairement organisé par certains pays de l'Est de l'Europe à l'encontre des vieux États européens, on peut se demander si les parlementaires français n'auraient pas intérêt, et j'entends l'ensemble des parlementaires français, pas seulement les référents loi de la Commission des affaires européennes, n'auraient pas intérêt à trouver des alliés en amont pour préparer ces conférences interparlementaires et plus largement pour les futures négociations sur le paquet asile, par exemple.
il me semble important que les parlementaires qui veulent aller vers plus d'intégration de la politique migratoire de l'Union européenne soient en mesure de mieux communiquer pour porter ensemble des arguments pour contrer le discours anti-européen et clairement nationaliste des pays appartenant au groupe de Visegrad. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions.